Ça, c'était pour terminer sur une note d'espoir, disant que la théorie que nous avons ingurgitée toute la journée, finalement, il y a des territoires qui disent finalement, on a envie de jouer le jeu. On a envie de jouer le jeu, et je peux témoigner effectivement que les groupes de travail que nous avons ensemble à Ajaccio sont assez remarquables de recherche de consensus. Là, il y a 6 partis présents dans ces réunions, 6 partis présents, et franchement, j'ai jamais vu d'opposition dogmatique, jamais. Et pourtant, ils vont une recherche. Voilà. Et pourtant, si je peux me permettre, il y en a vraiment. Oui, sûrement. Oui, mais voilà, parce qu'il y a des grosses différences, mais il y a une recherche de consensus, alors qu'il y a de grosses différences. Voilà. En conclusion, je ne sais pas si François-Xavier, tu as des questions, des points. J'aimerais beaucoup donner la parole à François Bourguignon, qui va intervenir. Juste une question d'ailleurs qui concernait à la fois la table ronde précédente et celle-ci, qui est comment est accueillie l'hypothèse du revenu universel par les actuels RSA. Autrement dit, est-ce que les gens qui sont au RSA, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à cette hypothèse du revenu universel? Question intéressante. C'est une question de Mme Dorès, ça peut-être, non? Je crois reconnaître un peu. Typiquement, c'est des questions qu'on a débattues avec des personnes de l'ATD Carmonde les années précédentes. Et effectivement, je pense que l'ATD Carmonde serait peut-être bien positionnée pour répondre à ça. Et la réponse est compliquée. Donc, merci beaucoup. Non, pour le moment, en fait, on a beaucoup travaillé avec les personnes en situation de pauvreté sur la question au moment des présidentielles aussi, puisqu'on demandait toujours à notre mouvement aussi d'avoir un avis sur le revenu universel. Ce que disent les personnes, enfin les constats quand même aujourd'hui les plus difficiles avec le RSA, c'est que c'est vraiment un revenu de survie et c'est même un revenu maximal, puisque si on gagne un peu d'argent, cet argent en fait nous est retiré quelques mois après avec les déclarations trimestrielles. Et surtout, les intrusions dans la vie privée sont assez terribles pour les personnes, et même les notions de conjoint, puisque si vous avez un fils qui arrive à 18 ans, il devient le conjoint d'une mère seule. Enfin, donc du coup, vous avez diminution du revenu du ménage et quelquefois obligation de mettre les enfants à la porte. Enfin, donc ça va très loin dans la vie des familles qui sont très perturbées, et les ruptures surtout sont un problème, parce que les indus CAF sont quand même assez fréquents, parce que pour des problèmes de calcul, et du coup, vous êtes coupé du jour au lendemain sans comprendre trop ce qui vous arrive, et en plus, vous êtes traité de fraudeur. Donc, voilà. Donc on pense que ça augmente fortement la stigmatisation dans la population. Alors après, sur ce qu'offrirait le revenu universel, enfin, je pense que beaucoup de gens aimeraient aller vers de l'individualisation, parce qu'ils pensent que c'est une solution pour éviter justement cette intrusion dans la vie privée et tous ces problèmes de rupture. Et puis, voilà, donc l'individualisation, je pense que c'est assez tentant. Après, ce qui serait bien, c'est un niveau de revenu qui permette quand même de vivre dignement, donc à définir aussi ce qui est vivre dignement. On est plutôt sur une notion dite extensive par des économistes, en disant que les besoins de base ne suffisent pas et qu'il faut aller vers un revenu qui permette un minimum d'intégration sociale, puisqu'en fait, si on se contente des revenus de base, les gens vont rester enfermés chez eux, vont pas pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer d'autres, de faire autre chose. Donc il faut aller un peu au-delà de logement, vêture, santé, alimentation. Voilà. Enfin, après, Ah oui, puis par contre, oui, ce sur quoi on insiste aussi, c'est que les gens ne renoncent pas au travail. Enfin, les gens très pauvres. Enfin, le travail n'est pas une question liée au monétaire. Le travail, c'est une question de reconnaissance sociale. Et la plupart des gens qu'on côtoie, ils veulent travailler, ils veulent avoir leur place dans la société. Après, ils sont peut-être quelquefois très loin depuis longtemps du travail. Et puis, c'est vrai qu'on a un dispositif territoire zéro chômage longue durée qui permet un peu de montrer que c'est possible et que tout le monde peut revenir à l'emploi dans certaines conditions. Oui, c'était une question à propos de ce qu'on a entendu sur la Corse. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise sur les dispositifs qui sont envisagés? En particulier, vous n'avez rien dit sur la partie financement du revenu universel. Est-ce que l'expérimentation, de mon point de vue, l'expérimentation du revenu universel doit inclure et le versement du revenu lui-même et le financement par un impôt, etc. Est-ce que ça, c'est dans les considérations que vous avez? Quand vous parliez tout à l'heure de constitutionnalité, il y a de ce point de vue-là un problème. Donc, vous pouvez en dire un petit peu plus?
Alors là-dessus, effectivement, dans le groupe de travail, nous ne passons pas à côté de cette question centrale, le financement, évidemment. Donc, dans nos dernières réunions, on a parlé déjà 2-3 fois, déjà, on a un peu approfondi la chose, mais on est vraiment au début de la chose. Et ce que Elna Chepreni a dit, effectivement, c'est que l'équipe qui présente a bien conscience que la Corse devra faire un effort fiscal pour contribuer. Mais néanmoins, on se dit que si la Corse met en place un revenu universel sur son territoire, ça devrait susciter un intérêt extérieur à la France, peut-être même extérieur. Donc on dit peut-être qu'il y aura un fonds européen qui mettra un peu d'argent là-dedans. Bercy mettra peut-être un peu d'argent là-dedans. On ne sait pas, on ne sait jamais. Les Allemands ne veulent pas payer pour les Grecs, ils ne vont pas payer pour les Corses. Oui, mais en même temps, ce n'est pas une expérimentation. Voilà. Enfin, les sous. Si vous voulez faire une expérimentation et que ça serve ensuite au niveau national, il faut absolument qu'il y ait de l'autre côté l'imposition, le taux marginal d'imposition. Tout à fait. Dans les discussions que nous avons en Corse, nous avons étudié donc 4 scénarios que je vous mets à l'écran. Pour l'instant, on n'a pas totalement conclu. Mais un premier scénario qui sera un scénario vraiment d'un revenu universel pour toute la Corse, donc là, très, très large, et qui est exactement calqué sur le schéma qu'on a vu à l'instant, qui est présent. Qui dit voilà, ce sera un crédit d'impôt par rapport au prélèvement à la source calé sur la tranche à 30%. Donc on est vraiment sur ce schéma-là qu'on a commencé à regarder, qu'on discute, qui présente effectivement plein d'avantages, parce que du coup c'est universel. Toute la population serait concernée. Le deuxième schéma qu'on a envisagé, c'est de dire qu'on pourrait se consacrer plutôt aux chômeurs. Les chômeurs, plutôt que faire des trucs compliqués, là, on mettre en place quelque chose qui sera vraiment universel, mais uniquement sur la population des gens au chômage. Troisième option, c'est de dire, voilà, on va regarder pour les personnes âgées du secteur agricole, du secteur rural. Bon, là, il y a un vrai sujet en Corse. Donc là, peut-être potentiellement faire un revenu universel vraiment pour cette population-là. Quatrième option, les jeunes. Voilà, donc on a regardé ces choses-là, on n'a pas encore complètement conclu. Et le financement, bien entendu, c'est un point qu'on regarde également. Donc voilà, donc ce branchement d'un dispositif expérimental sur un territoire français avec un financement fiscal, c'est évidemment assez compliqué. Donc voilà, on est vraiment au début de ces discussions-là et vous voyez à peu près les options que nous envisageons. Je vous propose un 5e schéma qui, lui, entre dans l'équilibre constitutionnel et qui demande effectivement l'effort partagé. C'est de demander que la prime d'activité, qui est quand même déjà le cœur de notre dispositif, soit intégrée dans la gestion fiscale, ce qui n'est pas un problème de différenciation territoriale insupportable, c'est de la gestion technique, et on saurait faire en Corse avant de le faire ailleurs. Ce serait intéressant d'ailleurs comme exemple pour les autres. Et l'effort partagé, actuellement, dans le respect de la différence territoriale, nos amis corses ont un taux de TVA très inférieur aux taux continentaux. S'ils veulent aller au-delà des 500 € et régler leurs problèmes, rien ne les empêche, dans la négociation institutionnelle, dans le cadre de la Constitution actuelle, de dire si vous nous mettez en place cette gestion intégrée du revenu universel, eh bien, on est prêt à le financer avec les points de TVA corse qui vont bien. Donc Condorcet nous a démontré que, contrairement au dogme d'une certaine ultra-gauche fiscale, dès lors que l'impôt indirect est combiné avec une dotation de base, vous avez un système de redistribution. Donc je vous suggère d'approfondir cette 5e piste. J'ai 2 questions à poser. Est-ce que cela suppose une réforme de la Constitution, puisque celle-ci dit dans son préambule que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi? Première question. Et deuxième question, donc moi je ne suis pas d'accord sur l'idée que le RMI a coupé l'obligation de travail. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision de la loi de 88. Et deuxième question, qu'est-ce que vous faites des personnes découragées au chômage? C'est-à-dire des personnes qui sont au chômage et qui se découragent parce qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, et du coup ils ne cherchent plus, alors que peut-être ils pourraient trouver. Et donc c'est quand même un des points marquants de la situation actuelle du chômage, le découragement au chômage, qui est très mal perçu par... et donc le fait d'avoir une prestation inconditionnelle
ne règle rien de ce point de vue-là, par rapport à la société du plein emploi. Est-ce qu'au fond, vous abandonnez la visée d'une société de plein emploi ou pas? C'est ça la question derrière ça. Magnifique question sur l'enjeu constitutionnel. Vous devez être, à ma connaissance, le seul en France à douter que la réforme de 92 ayant créé le RMI tel qu'il est construit serait non constitutionnel par manquement à l'obligation de travailler, car dans l'analyse constitutionnelle, celle-ci se comprend dans la mesure du début de la phrase, c'est-à-dire le fait que la collectivité mette les intéressés en situation de travail. Et donc le décourager, nous dira le constitutionnaliste, bonne question, il l'est parce que on n'a pas adopté les systèmes de type allemand ou britannique scandaleux pour obliger les gens découragés à travailler à contrat 0 heure ou avec les boulots Hartz 4. Et donc, sous cet angle, il me semble que, justement, l'intégration socio-fiscale fait enfin la synthèse de cette magnifique citation de la déclaration de principe qui est dans le bloc de constitutionnalité depuis 1946. Si je me permets, je crois que le problème du RMI en France, c'est qu'on a réussi la prestation, mais qu'on a raté l'insertion. Ça, c'est un problème opérationnel. Ah, mais non, c'est un problème de fond. Si, c'est que justement la loi de 88 n'était pas en infraction avec la Constitution parce qu'il y avait un volet insertion qui était... Mais Daniel Lenoir a très bien répondu à ce point. Il faut le service, effectivement, d'accompagnement. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait. On l'a mal fait. Et les départements l'ont mal fait. Justement, parallèlement à la réflexion sur le revenu universel, on s'est intéressé effectivement à la question que vous posez, c'est-à-dire les chômeurs de longue durée ou les invisibles. Et on travaille aussi avec l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, justement pour essayer de régler ce problème-là. Donc les actions sont complémentaires. Il n'y a pas ceux qui sont pour le plein emploi d'un côté, ceux qui sont pour... On a une société qui est comme elle est, on a une population qui souffre, et dès qu'on peut avoir des solutions, quelles qu'elles soient, eh bien, on essaye de les utiliser. Donc, dans la démarche globale de la Corse, c'est effectivement, on s'intéresse au revenu universel, mais on essaye de mettre en place aussi, je dis essaye, puisqu'il faut que la loi soit votée, la deuxième loi d'expérimentation soit votée, et on a adhéré pleinement à Territoire Zéro Chômeur de longue durée pour justement s'intéresser à ces gens qui sont devenus éloignés de l'emploi. Juste, Marc, si je peux intervenir, parce que c'est un sujet que j'aime bien aussi, sur l'incitation ou pas au travail. Vous pouvez en fait l'utiliser comme incitation au travail à partir du moment où vous pouvez supposer qu'avec un revenu universel, vous mettez un peu plus de liberté autour du contrat de travail, et notamment autour du salaire minimum. On a vu ce matin avec François Legendre qu'il estimait à peu près à 3% la part de chômage qui était liée au salaire minimum. 3 plus 3 frictionnel, on est à 6, on n'est pas très loin du niveau actuel qui est considéré comme quasiment incompressible. Et vous pouvez tout à fait imaginer, au contraire, en faire une incitation à l'emploi. Avec ce socle de base, c'est plus la possibilité ensuite de travailler, mais sur un marché un peu plus flexible, où le revenu de base viendrait se substituer partiellement à l'obligation de solidarité de l'entreprise par le salaire minimum. Et donc vous auriez soit un salaire minimum plus bas, soit un salaire beaucoup plus libre, et complété avec un revenu de base. Et là, vous pouvez traiter potentiellement avec un système, entre guillemets, loi Hartz ou contrat 0 heure, plus un revenu minimal, donc pas se substituant à la protection actuelle, mais la complétant. Et vous pourriez avoir, au contraire, justement, une possibilité à traiter la question du chômage, qui est notamment liée au bas salaire et à la trappe à une activité qui constitue un salaire minimum assez élevé par rapport au salaire médian. Et en plus, alors après, vous avez aussi la question qui a été largement démontrée par François Bourguignon, qui est le taux marginal d'imposition au niveau du RSA du salaire, de retrait, voilà, la somme des deux. Mais effectivement, vous pouvez travailler en simplifiant le maquis des prestations sociales sur la diminution de ce taux marginal de façon à l'amener à un 30-40 qui serait beaucoup plus incitatif au retour à l'emploi que le 80-90 actuel. Donc nous avons dépassé notre horaire, mais néanmoins, je vais donc demain, Denis et Thibault, je crois. Oui, pour le cas de la Corse, puisque l'une des principales ressources est le tourisme, est-ce que vous avez étudié l'hypothèse où ce revenu universel serait partiellement financé par la taxe de séjour
puisque ça serait une façon de répartir cette richesse entre la population, mais surtout une taxe de non-séjour qu'acquitteraient les propriétaires de résidences secondaires occupées moins de 6 mois dans l'année, ce qui pourrait se corréler avec une proposition récente du président de l'Assemblée. Alors, tout ce que je peux vous répondre à l'état actuel des choses, c'est que nous y pensons. Voilà, c'est une des pistes que nous étudions. Alors, peut-être pas la taxe de séjour, mais plutôt quelque chose sur les flux. Voilà, parce qu'on a un flux touristique important. Alors, le flux, on a environ 1 800 000 touristes par an, à peu près. Ça fait autant d'allers-retours. Voilà. Puisqu'on est obligé de prendre soit le bateau, soit l'avion pour arriver dans l'île. Donc, voilà, ça serait plutôt sur le flux. Mais je vous répondrai aujourd'hui, j'irai trop loin. Mais Oui, la mais taxe de non-séjour me paraît une proposition intéressante dans la mesure où, effectivement, également par rapport au problème du logement en accession et en loyer, si les gens étaient dissuadés d'occuper des logements en Corse 3 semaines par an, ça serait globalement assez positif. Donc, je pense qu'il y a une réflexion intéressante à faire là-dessus. Et d'autant plus que je veux juste vous donner des chiffres. Bon, ça vous abreuve. Mais remarquez, aujourd'hui, ça va, on a eu quand même pas mal de chiffres. Le taux moyen de résidence secondaire en Corse, c'est de 37%. Voilà. C'est-à-dire un tiers des logements sont des résidences secondaires. Les résidences secondaires qui, en plus, rentrent dans le paracommercialisme, pour certaines, des fois de très grosses maisons et qui, voilà, et qui échappent à tout contrôle et à tout impôt. Et certaines communes, comme Porto Vecchio, arrivent à 75% de résidences secondaires. Voilà. Donc on a aussi oui, c'est une piste qui est explorée, à laquelle on pense. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Ouais. Thibault. Je voulais faire un rapprochement entre la réforme des retraites et la réforme de la politique familiale et du revenu universel. La réforme des retraites, on part de 42 systèmes très complexes, difficiles à lire. On va vers un seul système unique, donc il y a des gagnants, des perdants. C'est un petit peu quelque chose de similaire qui est fait avec les propositions que vous faites sur la réforme de la politique familiale et du revenu universel. Il y a un système très complexe. Et si on passe à votre système, ce sera un système simple, mais avec des gagnants et des perdants. Donc, à quel point est-ce que les deux situations, c'est-à-dire la réforme des retraites et ce que vous proposez sur la politique familiale et le revenu universel, à quel point c'est comparable et à quel point les personnes qui gagnent et qui perdent, à quel point est-ce que c'est acceptable pour gagner en simplicité ? C'est une bonne question, très politique. C'est dommage que Jean-Paul Delevoye ne soit pas là, mais il me dirait ce qu'il en pense. Marc, vous en pensez quoi ? La patience du président, mais tel que j'ai compris le dispositif et trop brièvement l'exposé, ce n'est pas une affaire de perdants. C'est une affaire d'intégration en sorte que ça marche utilisant les nouvelles techniques des outils que nous avons aujourd'hui. Dans ce qui a été décrit par Marc de Bassia ou ce que j'ai visualisé, où sont les perdants? Vous n'êtes pas du tout dans la problématique de Delevoye. Ce qui a été évoqué ce matin sur l'allocation à l'enfant, c'est déjà un petit peu différent. Mais si j'avais eu du temps, j'aurais démontré que ça se résout de la même manière. Alors là-dessus, juste pour un petit complément, donc, les perdants, il y a quand même un peu de perdants, des petits perdants. Bon, c'est pas très gros. Il y en a quand même un petit peu. Il y en a quand même qui cotisent peut-être un peu plus qu'avant. Marginal. Encore une fois, je fais le pub pour le site lemodèle.fr. Vous pouvez faire des tests, vous pouvez mettre des configurations telles que vous voulez. Vous verrez qui gagne combien, perd combien, ainsi de suite. C'est plein de chiffres. La solution, il n'y en a pas dans celle qui, à mon avis, est la seule politiquement accessible, y compris, effectivement, dans votre modèle, le smicard, juste le smicard, qui a la bonif, est perdant. C'est insupportable. Sauf si on utilise l'autre outil, la ristourne dégressive et remuée, au niveau de la CSG. Parce qu'il n'y a aucune raison de proposer un système qui considérera que le smicard est un travailleur riche. C'est insupportable. Peut-être une question technique pour Marc Wolf. Je n'ai pas bien compris, mais dans votre système, la partie des redistributions qui est remplacée sont le RSA et la prime pour l'activité, c'est ça? C'est-à-dire de l'ordre de 20 milliards, grosso modo? Qui ne sont pas remplacés, qui sont intégrés, oui.
sont dans intégrés, un mais système socio-fiscal, l'ASS, le bas du minimum vieillesse. En revanche, le logement, y compris dans le débat qu'on a eu ce matin, c'est une politique ciblée qui est d'une autre nature. D'accord. Mais le ça, handicap de même, qui ne doit pas se mélanger avec ces outils d'efficacité économique. Je ne les ai pas présentés comme des outils d'équité, mais des outils d'efficacité économique de l'ensemble de notre système. Et ça, d'après vous, c'est 25 à 30 milliards, grosso modo, que ça doit être à peu près ça. Le montant RSA, c'est 10, première activité, c'est 9, et puis ensuite on range dans la cesse. Ça, c'est suffisant pour équilibrer le système. Le coût, c'est l'indignité de la République, c'est-à-dire le non-recours et les enfants de riches. En dehors de ça, vous n'avez pas d'autre coût. Bon. L'étudiant, effectivement, d'un foyer qui a 150 000 € de revenus, auquel on va donner 6 000 €. Ça coûte. Merci beaucoup. Mais il y a des solutions. On s'arrête là ? On s'arrête là. Hop, allez, merci beaucoup pour votre patience et votre participation active. Merci beaucoup.